Bonsoir à tous. Bon, je pense qu'on peut commencer, il y a assez de monde dans la salle. Cher Thierry Coste, chers Icéciens, chers amis, Monsieur Forget, Monsieur le Président, ce soir nous vous proposons une conférence sur un thème bien trop souvent délaissé par nos dirigeants et par ceux qui nous gouvernent. Ce thème, c'est celui de l'avenir de nos campagnes. À l'heure où la mondialisation est plus effrénée que jamais et où le progrès technique et technologique ne cesse de s'améliorer, il est essentiel de se reconnecter au réel et de renouer avec ses racines. Aujourd'hui, plus de 70% des Français vivent en ville. Ce chiffre se traduit par un manque de connaissances et par un désintéressement complet de certains citadins envers les ruraux et les familles qui font le choix de vivre enracinés dans leur histoire, loin des grandes villes et des zones industrielles. Néanmoins, à l'ICES, nous sommes attachés aux valeurs que sont l'environnement, le respect des territoires et, oui, j'ose le dire, des traditions. Car nous estimons que celles-ci constituent la colonne vertébrale d'une vie en société saine. Comme on dit, vous connaissez le proverbe, la ville a une figure, la campagne a une âme. Cette phrase illustre parfaitement notre invité de ce soir, Thierry Coste. Vous êtes le lobbyiste le plus connu de France, je pense qu'on peut le dire. Ce n'est pas de trop. L'homme qui murmure à l'oreille des présidents, vous êtes le secrétaire général du comité Guillaume Tell, conseiller politique de la Fédération nationale de chasse. Vous portez les intérêts de nombreuses entreprises sur des sujets divers et variés tels que l'agroalimentaire, la santé, les armes, l'énergie. En bref, vous incarnez le monde de l'influence. En 2016, grâce à votre ami et ancien président de région François Patriat, vous rencontrez Emmanuel Macron et vous devenez son conseiller, son conseiller ruralité, son conseiller chasse, son conseiller sur les questions rurales. Vous avez signé un pacte avec lui de ne jamais le trahir. Vous lui êtes à l'heure actuelle toujours fidèle. On a d'ailleurs pu vous apercevoir avec lui lors de sa visite du Salon de l'Agriculture il y a quelques semaines. Avec Willy Schren, vous avez lancé la liste pour les élections européennes, dite Alliance Rurale, dont Jean Lassalle sera la tête de liste pour les élections européennes prochaines. Vous avez depuis abandonné cette liste suite à des désaccords internes. Votre parcours est à l'image de la nature, riche, complexe et je pense qu'on peut également dire fascinant. Cher Monsieur Coste, nous pouvons aisément dire que vous êtes un inclassable politiquement. Néanmoins, vous avez en vous une boussole. Cette boussole ne vous trahit jamais. Vous êtes de ces gens que l'on appelle généralement les obstinés, mais qui, au fond, sont guidés par l'intérêt de leur cause. Votre cause à vous, Monsieur Coste, votre combat, c'est la promotion de nos campagnes. En l'espace de quelques années, vous êtes passé de jeune agriculteur trotskiste à conseiller politique des hommes les plus puissants de l'État. Durant ces 2 heures, vous nous exposerez votre vision, pour le moins, je sais que vous aimez beaucoup ce mot, pour le moins décapante, du vivre et travailler dans nos campagnes, comme en témoigne votre dernier ouvrage intitulé « Le plan secret de nos élites contre le monde rural ». Et je vous le dis, il sera à la vente à la fin de la conférence. L'ICES et l'association Politeia vous sont reconnaissants et vous remercient d'avoir accepté notre invitation. Cher public, ce soir nous avons l'occasion d'assister à une conférence de grande qualité. Mesdames, Messieurs, laissons-nous porter par une conférence sur l'avenir de nos campagnes, bien plus qu'une simple situation géographique. C'est un mode de vie, c'est un écosystème, c'est un état d'esprit. Notre campagne, c'est le cœur de la France. Je finirai par cette phrase du maréchal Foch qui disait à l'octobre 1890 « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Je vous remercie.
petite information, Monsieur Coste interviendra pendant une quarantaine de minutes, et après on aura un échange avec la salle et vous pourrez évidemment poser vos questions. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup Sacha. Alors oui, c'est promis, je n'interviens pas 2 heures parce que sinon vous serez en train de dormir à la fin. Donc et si je veux vous réveiller, je vais être obligé de dire des choses absolument odieuses. Mais rassurez-vous, je le ferai quand même. Hein. Donc il faut que vous restiez totalement éveillés. Alors, je suis très gentil de ce qu'a raconté Sacha. Je ne suis pas tout à fait sûr que tout soit juste, mais j'ai rien corrigé. Parce que comme c'était gentil avec moi, et que d'habitude on n'est pas gentil avec moi, j'étais trop content. J'ai dit surtout, tu peux lire tout ce que tu as écrit, c'est bien. Je parle à l'oreille des présidents, c'est vrai, mais on peut y voir 2 côtés quand même. Hein. Je parle à l'oreille des présidents qui ont des sensibilités politiques différentes. Alors on peut dire, il est bizarre quand même, hein, parce que d'habitude on est fidèle, on s'attache, on est dans une case et pas dans une autre. Moi je suis dans beaucoup de cases à la fois. Alors, je suis très content d'être ici. J'ai visité votre établissement. J'ai eu droit à cet honneur. On a beaucoup discuté avec les dirigeants de l'établissement. Et vraiment, je suis très content parce que je pense que sur les enjeux de nos campagnes, il est important qu'on développe un savoir-faire, mais qu'on développe aussi une logique éducative, une logique pédagogique. Et avoir des valeurs, c'est pas ringard, c'est plutôt moderne. Avoir des passions, c'est pas ringard, c'est moderne. Et pourtant, on nous explique que c'est plutôt le wokisme qui est moderne, hein, je ne sais pas pourquoi, mais on peut patienter, ou que l'écologie de la fin du monde, c'est moderne, hein, surtout quand on est triste. Et moi, je vais plutôt vous parler du bonheur de défendre les campagnes, du bonheur de vivre et de travailler dans nos campagnes. Et même si on peut être heureux de vivre et travailler dans nos campagnes et être très en colère. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez pu le remarquer ces derniers temps, il y a des gens qui vivent dans les campagnes, qui ne demandent pas à travailler moins longtemps, mais qui sont très en colère quand même. Et c'est peut-être l'objet du livre. Alors, avant, je vais peut-être me présenter, parce que je fais partie des personnages médiatiques sulfureux, et je dois plaider coupable. Ça fait 30 ans que j'entretiens ce côté sulfureux, parce que dans notre beau pays, le lobbying, c'est un gros mot. Voilà. Et moi, comme j'aime les gros mots, j'essaie d'entretenir. Donc parfois, j'explique que c'est le 2e plus vieux métier du monde. Ça arrive. Parfois, j'explique que c'est un métier tout à fait normal qui permet de faire de la pédagogie pour expliquer aux politiques leurs décisions. Et puis quand on m'énerve, je dis, bah oui, je suis en même temps espion et manipulateur. Donc je casse totalement mon explication de texte. Tant pis, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai choisi ce métier. Mais juste avant, j'en ai fait d'autres. C'est pour vous rassurer quand même sur le personnage. Si j'ose parler des campagnes et si j'ose parler de leur avenir, surtout en ce moment avec la crise agricole qu'on peut connaître, je vous rappelle quand même que quand on parle des campagnes, on ne parle pas que de l'agriculture ou de la chasse. Je vous rappelle que 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne, nous sommes juste 22 millions. Hein, souvent, on n'est pas intéressé ni par le prix des produits, ni par les dates de chasse. On est intéressé par une vie quotidienne, parce qu'on bosse, parce qu'on travaille, parce qu'on est à la retraite, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a d'autres activités. Donc, ne nous trompons pas. Si je dois définir, avant de parler de moi, je dois bien définir, les campagnes, c'est 22 millions d'habitants, de villes de moins de 2000 habitants. On pourrait même monter un peu plus haut, parce que quand on habite une ville de 5000 habitants, il y a quand même une grande influence avec la campagne. Ça me paraît un peu difficile. Donc, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité parce que beaucoup de gens ne vivent pas à la campagne, mais ils y viennent. Ils y viennent le week-end, ils y viennent parce qu'ils ont une maison, ils y viennent en vacances, ils y viennent parce qu'ils sont étrangers et qu'ils adorent notre pays, avec sa diversité extraordinaire de territoires et de culture et de gastronomie et d'espace, de loisirs ou de travail. Donc, la campagne, c'est essentiel dans notre pays, à la fois pour des raisons économiques, 1/3 des habitants, et à la fois pour des raisons d'accueil, de vie sur ces espaces, et en même temps d'espace. Heureusement qu'on n'a pas que des espaces urbains, mais tous les espaces forestiers, agricoles ou naturels, c'est des espaces qu'il faut entretenir, qu'il faut gérer.
C'est une réalité. Donc là, cette définition de la campagne, elle est large. Et moi, j'essaie d'assumer le fait de vouloir défendre ceux qui vivent et y travaillent, mais aussi de défendre ceux qui y viennent, à condition qu'ils respectent ceux qui travaillent, parce que vous ne pouvez pas venir le week-end à la campagne s'il n'y a personne la semaine. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ça risque d'être difficile pour la boulangerie, pour la boucherie, voire pour l'hôtel, s'ils n'ouvrent que le week-end quand ils viennent vous recevoir. Donc la réalité, elle est là. Mais avant, donc, une fois qu'on a défini cette campagne, je ne vous définirai pas les élites, puisque mon livre s'appelle « Le plan secret des élites contre le monde rural », mais je peux vous la définir très vite, qui est que les élites, c'est tous ceux qui sont peu nombreux et qui pensent pour les autres. Et je vous rassure, ce ne sont pas seulement les technocrates ou les administrations que parfois on maudit, c'est hélas aussi parfois les corps intermédiaires, c'est aussi souvent les écologistes quand ils sont donneurs de leçons, les écologistes politiques, parce qu'il y a plein d'écologistes qui n'ont pas cette tendance à vouloir donner des leçons. Et ces élites, elles sont dangereuses parce qu'elles pensent pour nous. Et surtout, elles pensent pour nous quand elles ne connaissent pas. C'est génial ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire de la théorie, qui m'effraient toujours un peu. Alors souvent d'ailleurs, ces élites, elles sont les premières à être lanceurs d'alerte. Et elles vous décrivent toujours quand même tout ce qui ne va pas aller. Hein. Ce n'est pas ce qui va bien, ce qu'on pourrait améliorer, c'est tout ce qui va mal. Parce que la peur, c'est bien, ça fait vendre, ça fait parler de soi, alors que quand vous dites que ça va bien, ou que ça va moyennement bien, mais que ça pourrait aller mieux, c'est pas drôle. Vous pourriez même apporter des solutions, ça n'a vraiment aucun intérêt. Les gens aiment quand ça va mal, donc quand vous parlez de la fin du mois, c'est pas drôle, quand vous parlez de la fin du monde, c'est vachement plus drôle. Hein. Et moi, je vous rassure, je dis souvent dans mes interventions, donc là, je vais la commencer tout de suite, quand on a du mal à finir la fin du mois, la fin du monde, on s'en fout. Il faut être réaliste, c'est normal. Il faut arrêter de culpabiliser les gens parce qu'ils ne pensent pas à la planète. Moi, je me sens totalement écolo, mais quand j'entends le discours de certains, c'est plus la planète que j'ai envie de sauver, c'est eux que j'ai envie d'exporter sur la Lune, hein, tellement ils me gonflent. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Alors, si je peux oser dire tout ça, c'est sans doute parce que, comme l'a dit Sacha, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis passé de paysan à lobbyiste. Excusez-moi, j'ai dû me tromper quelque part. Donc, je cultivais mes champs, j'élevais mes animaux, et finalement, maintenant, je vends du vent. Hein, mais du vent quand même à l'oreille des présidents, ce qui est quand même pratique, ou à l'oreille des ministres. Donc, c'est bien. Mais, ou parfois à l'oreille de gouvernements étrangers, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, puisqu'on reste sur les campagnes et la ruralité. Mais c'est la réalité de mon parcours est que j'ai toujours été passionné par les territoires. Je suis jurassien, donc franc-comtois. Quand vous ne connaissez pas Jura, ça va, je pense que tout le monde situe. Avant, je commettais l'erreur de dire je suis franc-comtois. Et bien sûr, la plupart des gens me regardaient en disant c'est où ce truc? Et donc j'étais obligé de dire j'habite à côté de la Suisse. C'est quand même un peu gênant quand on était obligé de décrire. Vous avez une chance en Vendée, que vous soyez d'ici ou que vous veniez à l'Institut, c'est que la Vendée, tout le monde connaît. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai ramé. La Franche-Comté, personne ne connaît. Donc la Suisse, je ne sais pas pourquoi, tout le monde connaît. Donc, je suis un vrai rural, un vrai provincial, qui adore le terroir, qui adore la nature. Je suis né dans une région où il y a plus de vaches que d'habitants, pratique. Il y a encore beaucoup de forêts, la première région de forêt française, et j'ai toujours vécu dans des villages. Donc je vous rassure, il a fallu que je m'en sorte quand même. Donc j'ai fait un bac agricole, ça s'appelait Déprime à ce moment-là, imaginez. C'est quand même un peu bizarre, hein, vous voyez, vous étudiants. Moi quand j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait comme étude, j'ai fait Déprime. Les mecs ils ont dit, ah le pauvre. Déjà on pensait qu'il était atteint, mais là c'est grave, ça a été très jeune. Mais donc, et j'ai décidé de m'installer comme agriculteur parce que j'ai une passion pour la nature. Je suis un naturaliste passionné. Je connais bien les traces, les crottes, les indices, les chants d'oiseaux, les reptiles, les serpents, tout. Je suis passionné de nature
Et comme je suis né dans une région où il y a beaucoup de forêts, il y a plein d'animaux, c'est génial, j'ai appris ça. Et je me suis dit que c'était bien d'essayer de continuer. Et j'ai hésité, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mon livre, j'ai hésité entre garde-chasse et paysan. Voilà. Je pensais que le garde-chasse, c'est peut-être pas génial, parce que j'aurais peut-être pas beaucoup d'autonomie. Et je me suis dit, paysan, j'en aurais. Bon, je vous rassure, je me suis planté. Hein, parce que si vous voyez l'agriculture aujourd'hui et la crise agricole, vous pouvez comprendre qu'il y a une partie de l'agriculture qui ne vit pas bien. Et moi, j'ai arrêté il y a 40 ans, et c'était déjà pour ces situations-là. Si je parle de ça, c'est parce que lorsqu'on va parler de l'actualité, et quand je répondais à vos questions, on a un vrai sujet d'aujourd'hui, qui n'est pas un sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet de l'évolution de notre société avec des normes qui tuent l'économie, des normes qui tuent la vie quotidienne, des normes qui nous empêchent d'être entreprenants, mais qui nous empêchent aussi d'être des élus ruraux efficaces, des responsables associatifs efficaces, parce qu'on a l'impression d'être toujours hors la loi. Quoi qu'on fasse, on est hors la loi. Alors soit on l'assume, on prend des risques, et beaucoup de gens, mais ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est un peu dramatique. Donc moi, je me suis installé comme agriculteur, j'ai trouvé ça passionnant. J'étais en bio, j'étais en circuit court, je vous rassure, c'était il y a 40 ans. Hein. Donc, vous voyez, c'était ma version un peu moderne, mais je ne m'en suis pas sorti quand même. C'est ma femme qui était salariée dans un centre de formation pour adultes de forestiers qui assurait mon revenu. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous entendez les agriculteurs qui sont sur les barrages, il y en a un certain nombre qui vous expliquent aujourd'hui la même chose. Soit leur revenu, c'est les subventions de la PAC, soit leur revenu, c'est leur femme qui l'apporte parce qu'elle travaille à l'extérieur. On a un problème de fond qui est un problème effectivement rural. Il est aussi très agricole parce que l'agriculture, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ça avec passion parce que je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire et que c'est chouette de nourrir, c'est chouette de travailler des animaux. J'étais éleveur avec plein d'animaux très différents. Et je n'arrivais pas à ça. À côté de ça, j'étais chasseur. Alors, pardonnez-moi, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi, j'assume complètement ma passion de la chasse, à tel point d'ailleurs que je suis le lobbyiste du monde de la chasse depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je pollue la vie publique en expliquant que la chasse, c'est bien, dans un monde où on dit que c'est pas bien. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un esprit de contradiction, mais je pense qu'à force, je vais bientôt avoir raison, il y a enfin des gens qui comprennent que la chasse, ce n'est pas juste de tuer un animal, c'est un mode de vie, c'est une passion pour la nature, c'est une passion pour les animaux, mais c'est une passion pour un territoire. Je ne parle pas des gens qui prennent l'avion pour aller chasser au fin fond de l'Afrique ou qui vont prendre la voiture pour aller chasser en Sologne pour se retrouver à tirer sur des cocottes. Je parle de la chasse, la vraie chasse, la chasse populaire qu'on connaît bien, elle est pratiquée partout et elle est une passion, mais elle est aussi un respect du territoire. Elle est un respect des pratiques. On veut pratiquer demain ce qu'on a pratiqué hier. Et pour ça, il faut être raisonnable. La passion, ça peut rendre parfois bête, parfois même plus, mais ça peut aussi donner envie d'être raisonnable et responsable. Par contre, la passion, c'est un avantage, c'est que ça peut permettre de transmettre. Et ça, c'est ce que le monde de la chasse ne fait pas toujours. C'est parfois ce que les ruraux ne font pas toujours. Je pense qu'on a trop longtemps oublié qu'il fallait expliquer nos passions, expliquer nos valeurs rurales, expliquer nos pratiques. L'agriculteur, quand il prend de l'eau, ce n'est pas nécessairement le dernier des salauds. Quand il a un pulvérisateur, et même s'il met de la bouillie bordelaise, qui est totalement autorisée en agriculture biologique, ce n'est pas un salaud. Donc, mais le problème, c'est quand on n'explique pas les choses, il y a un moment où il y a des gens qui ont regardé la télé, qui ont regardé les réseaux sociaux, et qui réduisent tout. Et donc c'est facile. Et avec des lanceurs d'alerte qui vous racontent n'importe quoi, ben finalement, vous vous faites avoir très facilement. Vous voyez, pendant toute la campagne électorale précédente, il y avait un dénommé, je crois que c'était Jadot, j'avais un peu oublié son nom, et il est sénateur maintenant, parce que les copains aident là. Il a passé son temps à expliquer que la nature appartenait à tout le monde. C'est quand même génial comme énormité. Si on a une nature aussi belle aujourd'hui, c'est parce qu'elle appartient à des propriétaires, dans la plupart des cas. L'État ne possède pas énormément de choses, et même quand les communes possèdent des choses, c'est une propriété privée, et d'ailleurs, c'est des propriétés avec des contraintes. Mais même l'État impose des contraintes pour des tas de choses. Donc quand on explique que la nature appartient à tout le monde, ça veut dire que quand on sort de la ville, on peut aller partout, et on peut faire ce qu'on veut, sans que ça coûte un centime. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement obsédés par leur propriété, mais
qui ont mis de l'argent, qui l'entretiennent, qui sont contents de l'avoir et qui sont contents qu'on la respecte. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre des clôtures et empêcher les gens de passer pour les champignons, pour quoi que ce soit, ou pour la randonnée. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution de la société qui fait qu'on a l'impression que nos campagnes, c'est un Eldorado, un espace libre. Ce n'est pas vrai. Et c'est vrai de nulle part. D'ailleurs, le conflit d'usage qu'il y a pu y avoir, puisque le discours des écolos, c'était vis-à-vis des chasseurs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les vététistes commencent à avoir des problèmes. Les cavaliers commencent à avoir des problèmes. Parce qu'effectivement, la nature dépasse à tout le monde. Et que si on n'en connaît pas les règles, on peut faire n'importe quoi. Alors, parfois, c'est à nous, ruraux, d'expliquer correctement les règles, mais c'est aussi à ceux qui viennent consommer. Mais quand vous entendez tout le temps, toute la journée, la nature est à tout le monde, vous avez l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, je pense que c'est grave. C'est pour ça que le chasseur passionné que je suis et le défenseur des chasseurs a toujours ce souci de vouloir faire de la pédagogie. Alors, je vous rassure, comme l'a dit Sacha, on m'entend plutôt dans les polémiques contre ceux qui n'aiment pas la chasse ou qui n'aiment pas les armes. Parce que bien évidemment, puisque je défends les chasseurs, je défends aussi, je suis le secrétaire général d'un comité qui s'appelle le comité Guillaume Tell, par pure provocation, puisque je défends les utilisateurs légaux d'armes à feu, qui sont 5 millions, détenteurs légaux, hein. Je ne parle pas des Kalachnikov à Marseille, bien évidemment, mais avoir baptisé ce comité qui existe depuis 23 ans et qui est l'interlocuteur unique de l'État sur les sujets de détention légale d'armes, comité Guillaume Tell, c'est de la provoque, puisque bien évidemment, c'est une arbalète qu'utilisait Guillaume Tell. Voilà. Mais c'était juste parce que tout le monde nous énervait en disant que c'est pas bien d'avoir des armes, etc. Je vous rappelle que les Kalachnikov sont interdites depuis 50 ans, hein, et qu'on en utilise toujours. Donc la culture, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait un fait divers, on voulait s'acharner sur les détenteurs légaux, parce que comme ça, on pouvait faire une loi. C'est sûr que faire une loi sur l'interdiction des Kalachnikov qui sont interdites, c'est compliqué. Hein. Donc le vrai sujet, dans ces débats de société, et dans ces débats médiatiques, parce qu'on a des morts, pour X raisons, c'est facile de dire, mais on va s'attaquer à ce qui est légal, qu'on va contraindre, parce que ce qui est illégal, on ne peut pas le tenir. Et moi, comme lobbyiste, je n'ai jamais supporté ça. C'est pour ça que, en même temps que je défendais la chasse, j'ai trouvé que c'était important de défendre les utilisateurs légaux d'armes à feu qui sont des honnêtes gens, qui respectent des règles, qui sont d'accord de faire des déclarations, d'avoir des inscriptions obligatoires, d'avoir des choses tout à fait contraignantes, mais qu'ils acceptent, mais à condition qu'on leur foute la paix. C'est-à-dire que dans la série des faits divers, il ne faut pas qu'on change la règle sous prétexte que parce qu'il y a 3 personnes qui ont dérogé, on va emmerder 5 millions de détenteurs, ce qui me paraîtrait un peu bizarre. Mais ça, c'est la tendance du moment. C'est la tendance, on aime faire d'un cas particulier une généralité. Nos lanceurs d'alerte sont assez doués là-dessus, hein, et pour diaboliser les gens qui ne le comprennent pas. Donc, à côté de ça, comme je sais que dans cet institut, il y a même une association d'étudiants chasseurs, je tiens à préciser que moi, je suis un chasseur de montagne. Donc, je suis un chasseur d'affût, d'approche. Donc, ce n'est pas moi qui dois tirer beaucoup de cartouches, mais par contre, je fais beaucoup de kilomètres. Et comme je chasse entre 1500 et 3000 mètres, c'est quand même un peu long et un peu dur. Mais c'est passionnant parce que la nature, c'est ça. Je pense que la passion qu'on peut avoir, elle va au-delà de la pratique de la chasse. Elle va parce qu'il y a une communion avec la nature et qu'elle est formidable. Mais j'entends déjà dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans la nature avec une carabine ou un fusil. Et je vous l'accorde. Donc je fais bien les deux puisque la chasse ne dure qu'un moment. Donc voilà. À côté de ça, pour connaître totalement le personnage dans la version gentille, puisque je n'ai pas encore parlé de la version du salaud, c'est que je suis aussi jardinier, parce que dans ce monde de l'instantanéité, j'ai toujours pensé que cultiver son jardin, au sens premier du terme, c'était très important. Parce que ça donne du temps, d'abord, avec aujourd'hui l'obsession du circuit court et des bons légumes, c'est génial, mais en même temps, c'est un rapport à la nature, c'est un rapport au temps qui me paraît nécessaire, qu'on perd beaucoup, et c'est l'avantage de la randonnée, c'est l'avantage de la balade dans la nature, c'est l'avantage du jardin, c'est que ça donne des émotions, une distance avec ce que l'on croit être le tout de suite et le tout le temps. Et je trouve que ça,
c'est plutôt bien. Mais vous comprendrez mieux que lorsqu'on est un Indien comme je suis, un rural, un plouc, un chasseur, un peu primaire, et un Indien comme naturaliste, et bien finalement, dans le vrai monde, la vie dure, brutale, autour de la planète, on peut très bien s'en sortir quand on a ces armes-là. Et moi, je reconnais que je suis très bien dans le monde politique, je parle à l'oreille des présidents, j'influence des gouvernements, je travaille dans des mondes qui n'ont rien à voir avec la nature, qui sont la technologie, les recherches, n'importe quoi, les armes, plein de choses. Et finalement, c'est ce que je suis là, ce que je vous décris, qui me permet de survivre en milieu hostile en ayant un regard qui est rassurant parce que j'ai des racines. Je sens, alors je n'ai pas nécessairement des racines parce que mon grand-père est enterré au cimetière, on a des racines qui sont parfois des racines de l'instant, parce qu'on a découvert, parce qu'on a changé, parce qu'on est installé ailleurs. Moi je suis jurassien et j'habite avec mon épouse, que je salue, qui est là, qui est aussi mon associé, j'habite en Haute-Provence. Et je me sens aujourd'hui assez dual. J'ai deux lieux de vie, et avec des impressions, des sentiments, des odeurs différentes. Donc je pense qu'on peut se sentir bien partout et ne pas être obligé d'avoir son grand-père enterré au cimetière, mais ça donne quelque chose, je pense, ces racines, ces valeurs, et ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était bien. Alors bien sûr, quand on fait ça, il suffit de creuser un peu, et on n'a plus le même Thierry Coste, hein. J'étais lobbyiste, certes, mais avant j'étais paysan. Quand j'étais paysan, j'étais trotskiste. Là, vous voyez, c'est déjà un peu moins drôle, hein. Donc j'étais un syndicaliste engagé dans une période où on a viré 200 000 agriculteurs. Donc je pouvais éventuellement envisager d'être en colère parce que j'avais choisi cette profession et je voyais qu'on virait des gens. Et que c'était les élites du monde agricole qui étaient complices, les coopératives, le Crédit Agricole, la FNSEA et la JA, qui étaient complices de ces évictions des gens, parce qu'il fallait s'agrandir, il fallait que les fermes prêtent de l'ampleur. Et ça, moi, j'ai très mal vécu cette période, donc je suis devenu un syndicaliste un peu bizarre. Je le raconte dans mon livre, parce que je pense qu'il faut comprendre que quand on est en colère, et on l'a vu dans la crise agricole, on peut parfois aller loin. Moi, je reconnais que j'étais un peu excité et un peu dur, peut-être très dur. Et d'ailleurs, je trouve que les actions actuelles des agriculteurs sont assez douces. Donc, vous voyez, si on fait la comparaison. Mais la réalité, c'est que, à défaut, je ne suis plus trotskiste, je vous rassure, je me suis soigné. Hein, je n'ai été que trotskiste en agriculture. Hein, donc là, maintenant, c'est fini. Mais j'en ai gardé les méthodes. Voilà. Et je pense que c'est très important. Il faut savoir être un bon stratège. Il faut savoir comprendre les systèmes, les comprendre même quand on est ultra minoritaire, et pouvoir utiliser la force et les faiblesses d'un système. C'est une bonne méthode. C'est sans doute pour ça qu'après, j'ai pu devenir lobbyiste, parce que j'étais curieux de regarder les systèmes, d'observer quelque chose, d'infiltrer ce qu'il y avait en face de moi. Les gens que je devais influencer, il fallait comprendre comment ils fonctionnaient. C'est toujours très important de chercher à comprendre l'autre. Moi, ce n'est pas dans une version philosophique, parce que dans mon métier de lobbyiste, comprendre l'autre, c'est pour lui faire perdre le match. C'est simple, c'est clair, il y a un rapport de force, il y a un gagnant, un perdant, ça me va, moi j'adore être dans le camp du gagnant. Mais c'est toujours important de pouvoir infiltrer l'autre, de pouvoir le comprendre, de pouvoir le connaître. Moi, je suis un inconditionnel de 2 auteurs que je vous recommande. Hein, ça va être la séquence littérature. Hein. C'est Machiavel, que j'adore, que je relis tous les ans. C'est parce que c'est un homme qui n'était rien, puisqu'il n'a jamais été numéro 1 quelque part. Et regardez, depuis tant de siècles, on parle toujours de lui, parce qu'il avait une vision du mode d'emploi de l'être humain, une vision du mode d'emploi des rapports de force dans la vie publique, mais aussi dans la vie, c'était plutôt dans la vie publique. Et je trouve que c'est une très bonne école de relire ça, parce que cet homme n'était pas celui qui a envie de briller dans les médias, que ce n'était pas le people. Vous voyez, on peut être avec une vie modeste et plusieurs siècles après qu'on parle toujours de vous comme je le fais aujourd'hui. Hein.
Et puis il y en a un autre, il est un peu plus vieux, c'est Samsung, le général chinois. Bon, c'était 4 siècles avant Jésus-Christ. Hein, mais il avait à peu près les mêmes méthodes, mais c'était un militaire, et il a fait un livre qui s'appelle L'Art de la guerre, et qui est très intéressant dans le rapport de force de l'influence. C'est comment on peut, pour défendre les campagnes, mais pour défendre ce qu'on veut. C'est quelqu'un d'assez génial, puisqu'il pensait que la guerre qui était la plus belle à gagner, c'était celle qu'on n'avait pas livrée. C'était d'être capable de faire tellement peur à ses adversaires. Ne voyez pas une allusion sur l'actualité dernière d'un président de la République sur l'Ukraine, s'il vous plaît. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Je plaisante presque pas. Mais c'est le fait de ne pas livrer les batailles parce qu'il voulait protéger ses hommes. Et finalement, il était redoutablement efficace. L'art de la guerre, c'est un pensum génial sur comment on peut apprendre à influencer, à gagner des batailles sans nécessairement les livrer. Et je pense que Machiavel et lui se sont imprégnés de cette connaissance de l'autre, et qui est un élément essentiel. Et moi, je dis toujours, quand je fais mon métier de lobbyiste, on parlera après des campagnes, mais sur les campagnes aussi, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'essaie de comprendre l'autre pour savoir comment le manipuler. Voilà. Je ne suis pas porte-parole de mes clients, je suis infiltré dans le camp d'en face. Et c'est vachement intéressant parce que c'est comme ça que vous apprenez tout. Et comme je dis souvent, un champ de bataille, ce n'est pas seulement votre adversaire, c'est les partenaires de votre adversaire, c'est le terrain, le champ de bataille réel, physiquement, et surtout un élément extrêmement important, la météo. C'est-à-dire que vous avez toujours un concours de circonstances quand vous livrez une bataille qui fait que vous gagnez le match ou pas, et ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez préparé. Vous voyez, moi, j'ai préparé des batailles la veille ou l'avant-veille de l'annonce du Covid. Je ne les ai jamais conduites, les batailles. Hein. C'est mort au champ d'honneur sur tout ce que vous avez monté pendant des mois, parce que tout d'un coup, il y a un événement extraordinaire ou une surmédiatisation d'un sujet qui vous tue. Mais ce n'est pas grave, ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai décidé de garder ces méthodes-là, j'ai trouvé que c'était bien. Et je n'ai pas eu de peau, parce que comme je n'ai pas réussi à gagner ma vie comme agriculteur, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté, j'avais le choix, je m'endettais ou j'arrêtais. Comme je parlais facilement et que j'avais l'impression d'arriver à convaincre des gens, hein, méfiez-vous quand même, c'est pas toujours vrai, je me suis dit que je pourrais peut-être aller chez les écolos. Je suis devenu le directeur du mouvement de jeunes de France Nature Environnement. Je me suis dit, c'est bien un paysan qui va chez les écolos, qui découvre les lanceurs d'alerte. Et moi, j'étais intimement convaincu que c'était important de défendre les causes environnementales, mais qu'il fallait accompagner les gens. C'est le débat d'aujourd'hui sur la crise agricole, c'est le débat d'aujourd'hui sur la crise rurale. Il faut accompagner les gens. Vous donnez des leçons aux gens, vous leur dites, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. On fait comment? On fait comment si vous voulez un salaire à la fin du mois? On fait comment si vous voulez un revenu à la fin de l'année? Et on fait comment pour que, même si on a envie, on change, alors qu'on a des investissements ou qu'on est contraint dans un travail, etc. On peut changer de voiture, ok, c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça de changer de voiture, surtout quand on est en milieu rural avec des distances. Donc l'idée, c'était comment on fait. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même rentrer chez ces gens qui sont des donneurs de leçons, mais qui peut-être ont raison, et voir comment ils comprennent le compromis, non pas la compromission, mais le compromis, la transition. Comment on accompagne les transitions. Alors, je n'ai pas été déçu du voyage, et je vous rassure, ils sont toujours comme ça. Ils sont lanceurs d'alerte, mais ils se foutent des transitions. Or, on ne peut pas. Moi, je comprends que des gens soient prêts à changer, mais il faut les accompagner. D'ailleurs, dans la plupart des enquêtes, vous verrez, il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, faite sur 11 000 personnes, la plupart des gens disent, 80% des gens disent, moi, si je change de comportement et que j'ai un comportement plus respectueux de l'environnement, ce n'est pas du tout parce que je défends l'environnement, c'est parce que je n'ai pas le choix. Je ne prends pas l'avion parce que je n'ai pas de sous, je ne prends pas la bagnole parce que je n'ai pas d'argent, etc., etc. Donc la réalité, c'est qu'il y a 20% des gens qui changent leur comportement sur la base d'une conscience. Mais la plupart des gens, ils ne peuvent pas. Ou ils ne sont pas assez accompagnés pour ça. Il faut reconnaître qu'on fait tellement de choses un peu étranges. Vous voyez, on fait des primes rénov' et puis après on invente des conseillers rénov' parce que la prime rénov' est tellement compliquée qu'il faut un conseiller rénov' pour que vous puissiez trouver les moyens d'utiliser l'argent de l'État.
Là, dans les normes, on est bon, mais dans la transition, on est bon aussi. On installe des choses avec un guichet, avec de l'argent, avec des milliards, et après on s'aperçoit que les gens ne peuvent pas l'utiliser. Et ceux qui peuvent l'utiliser, c'est ceux qui ont des moyens, parce qu'ils ont payé quelqu'un, un architecte, qui va leur expliquer le truc. Mais celui qui n'a pas les moyens de payer la rénovation de son studio qu'il a acheté en montagne et qui est une passoire thermique, eh ben lui, on lui dit, si vous ne l'avez pas changé à la fin de l'année, vous ne pourrez plus louer votre passoire thermique. Il n'a pas choisi la passoire, il l'a acheté comme ça, et il n'a pas l'argent pour la transition. Donc on voit bien que l'enjeu. Donc moi, je suis rentré chez les écolos pour ça, en me disant, tiens, est-ce qu'on peut semer des graines de gens qui seraient prêts à accompagner? Je vous rassure, j'ai arrêté très vite. Voilà. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je passe dans le conseil politique. Je suis passé dans le conseil politique, non pas pour faire de la politique, mais pour bâtir des stratégies pour qu'on s'occupe d'écologie, sans sous-traiter aux écologistes, et pour qu'on s'occupe de développement régional, pour développer les PMI, PME, plutôt que de s'occuper des grands groupes. Moi, j'ai toujours été un inconditionnel, je suis un jurassien, je suis un adepte des industriels du jouet, du Jura. Ils produisaient du bois, ils étaient dans le Jura, ils faisaient des jouets, ils sont passés au plastique, ils sont restés dans le Jura, parce qu'ils ont un attachement au territoire. Et ici, en Vendée, je pense que je n'ai pas trop de mal à trouver la même comparaison, parce que s'il y a un endroit où il y a encore une économie, où il y a une vraie économie, c'est sans doute le département où il y a la plus belle économie en monde rural, c'est parce qu'il y a un sentiment d'appartenance et il y a eu la volonté d'un certain nombre de leaders politiques de faciliter les choses. Hélas, dans notre beau pays, on ne facilite pas les choses. Moi, j'ai défendu les industriels du Jura parce qu'ils voulaient rester chez eux, alors qu'ils pouvaient aller à Taïwan. C'est formidable, mais il faut leur faciliter la vie. Il faut accompagner la transition, alors qu'ils sont passés du bois au plastique. Les horlogers, l'horlogerie dans mon pays, le Jura, c'est très fort. Et c'est des petites unités. Et il y avait un tel savoir-faire, et les gens tellement attachés, qu'ils sont restés, qu'aujourd'hui, il y a toujours cette économie-là. Donc on voit bien, du côté suisse comme du côté français. Donc on voit bien que le sentiment d'appartenance et un accompagnement qui permet d'éviter d'être étouffé et de mourir, c'est génial. Mais pour ça, il ne faut pas des normes qui vous tuent, il ne faut pas des contraintes qui vous tuent. Vous voyez le débat sur le monde agricole, on a entendu parler des 400 000 normes qui gèrent notre pays. Toutes les activités économiques. Les élus baissent les bras parce qu'ils sont délinquants avant même d'avoir pris une décision. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, sauf que comment vous faites pour ne pas l'ignorer? C'est juste impossible. Donc on voit bien que cet attachement, il est fort. Moi, j'ai défendu ça et j'ai créé un cabinet pour ça. Et comme je ne voulais pas me perdre dans des considérations politiques, je travaillais pour des ministres de gauche pour éviter qu'ils sous-traitent l'écologie aux écologistes, et je travaillais pour des présidents de régions de droite, parce que les régions, à cette époque-là, avaient des responsabilités faibles en environnement, en économie, mais elles pouvaient impulser des stratégies économiques. Et moi, j'avais trouvé ça assez sympa. Et à ce moment-là, j'ai découvert une chose qui qui m'a changé, c'est que j'ai travaillé un jour pour François Mitterrand, et je ne connaissais pas le président, je ne connaissais même pas d'ailleurs le conseiller général de mon canton quand je travaillais pour le président de la République, donc vous voyez, c'était plutôt rassurant, mais il parlait d'arbres, il était passionné d'arbres, et j'ai proposé un coup, et un de mes amis m'a mis entre les mains du président, et on a fait banco, et on est parti sur une grande campagne sur les feux de forêt, parce que c'était les moments où les forêts brûlaient beaucoup. Et c'est là où j'ai découvert que lorsque vous êtes proche du président de la République, c'est fou comme les gens ont un comportement différent. On est dans un pays très jacobin, hein, et donc quand on pense que vous êtes proche du président, les gens sont gentils. Et moi je vous dis, je ne connaissais toujours pas le conseiller général de mon canton. Et on me parlait, le préfet il me parlait, je voyais sa casquette, parce qu'on ne comprenait pas tout. Il était bizarre hein, avec sa casquette, ces trucs, ces soi-disant feuilles de chêne, vous ne voyez pas les chênes, mais bon, c'est pas grave. Je pensais plutôt que c'était un gland, mais en tout cas, ça me faisait rire. Et je trouvais que c'était incroyable. Et depuis ce jour-là, alors je vous rassure parce que c'est facile à vérifier, d'ailleurs je raconte dans mon livre la proximité que j'ai eue avec les présidents de la République, puisque j'en ai conseillé 5, et donc 4 sur la ruralité et la chasse, et dont l'actuel. Et vous voyez qu'ils n'ont pas été dans des obédiences faciles, hein, de Chirac à Sarko en passant par Hollande et Macron, excusez du peu. Eh bien, j'ai découvert tout d'un coup que quand on était proche du président, on était beaucoup plus écouté en dessous, dans les étages en dessous.
chez les technos, chez les ministres, tout ça. Donc je me suis dit à ce moment-là, ben, écoute Thierry, si tu es intelligent, je ne l'étais pas encore beaucoup, hein, mais j'étais opportuniste, si tu es intelligent, il faudra toujours que tu conseilles le président de la République. Parce que c'est génial. Ça t'ouvre plein de portes. Et comme je disais gentiment, n'étant ni énarque ni franc-maçon, n'étant que chasseur, ça me paraissait quand même limité d'avoir des portes ouvertes au sommet de l'État. Je vous rassure, donc depuis ce temps-là, je conseille à titre amical et personnel, donc je ne suis pas dans les organigrammes, les présidents de la République successifs. Ils ne m'ont pas beaucoup écouté, puisque si on a une crise agricole et si on a une crise rurale aussi forte, ça veut bien dire que soit je n'ai pas du tout été efficace, soit j'avais de bons conseils, mais ils n'ont pas été suivis. Et j'ai bien peur que ça soit un mélange des deux et que je puisse témoigner de l'erreur de ce bilan. Mais en même temps, je me suis dit, waouh, pourquoi ce pays est si compliqué? Et c'est comme ça que je suis devenu lobbyiste. J'ai créé mon cabinet en me disant, mais finalement, dans les sujets qui sont mes passions rurales ou dans d'autres sujets qui n'ont rien à voir, je me suis dit, c'est fou, vous pouvez faire arbitrer tout ce que vous voulez dans ce pays par un président de la République, par un ministre. Si vous n'accompagnez pas la décision jusqu'au dernier kilomètre, vous n'arrivez à rien. Emmanuel Macron a fait une conférence il y a 2 jours devant 700 dirigeants de l'État français, des préfets, des administrations, des patrons d'administration. Il a tenu un discours, mais qui est un décapant total. Mais c'est affolant de tenir un discours de cette nature, puisqu'il explique qu'on peut tout décider et ne rien avoir. Mais qu'est-ce qui provoque la colère des gens dans ce pays? Pourquoi les gens votent aux extrêmes? C'est parce qu'ils en ont marre, puisque que les politiques soient de gauche ou de droite, à chaque fois, ça ne change pas leur vie quotidienne. Et moi, je comprends que dans ces cas-là, on se dise, ben voilà, qui est-ce qu'on n'a pas essayé? Et c'est ça le débat. Le débat d'aujourd'hui, il n'est pas spécifique au monde rural, mais dans le monde rural, il est parfois un peu plus fort, parce qu'on n'a pas envie de quitter son territoire, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir d'autres entreprises pour aller travailler si celle-là ferme, ben ça provoque une colère. Et cette colère, elle est dramatique quand on n'a pas compris qu'il fallait que lorsque des décisions soient prises par des gens élus, c'est très bien, il faut absolument qu'on aille au bout. Et c'est là où le titre de mon livre, Le plan secret des élites contre le monde rural, a toute son explication. J'explique que depuis 30 ans, mon métier de lobbyiste, c'est quoi? C'est d'accompagner les décisions politiques que j'ai obtenues, parfois pour défendre des intérêts privés, mais pour qu'elles aboutissent, qu'elles aillent jusqu'au bout. Et combien de fois il m'est arrivé, encore ces dernières semaines, de devoir faire arbitrer une seconde fois au président de la République des sujets qu'il avait arbitrés il y a 1 an. Parce que, étant des décisions qui concernaient plusieurs ministres, il y en a un qui bloquait. C'est une décision du président. On l'applique. Elle n'est pas bonne. Il y a une sanction. C'est l'élection. Basta. Il y a peut-être les juges. Mais rien. Il n'y a pas d'application. Donc après, comment vous voulez faire? Vous votez des lois. Les gens, quand ils entendent qu'on a voté une loi, ils pensent que les choses vont se passer pour que ça change leur quotidien. Ils ne voient rien. Ben, ils ne voient rien arriver. Ils se disent la loi, elle ne sert à rien. Ou ils nous ont menti, etc. Donc voilà, on est dans un monde où effectivement, on peut parler à l'oreille des présidents. Si vous avez quelqu'un qui parle beaucoup à l'oreille des présidents, et quand même, vous pouvez n'aboutir à rien. Parce qu'on a une technocratie, on est quand même, je dis souvent en plaisantant, uniquement en plaisantant, que nous sommes le dernier pays communiste d'Europe. Je parle de la nomenclatura qui gère toute l'administration. Les soviétiques ont quand même été bons, ils étaient supérieurs à nous. Les Russes le sont un peu moins parce qu'ils ont dégraissé, mais nous on a toujours une nomenclatura terrible. Et je ne critique pas seulement l'administration, parce qu'il y a des gens qui font très bien leur boulot, mais quand on a un cadre de normes et de règles tellement lourd, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui cherche à l'appliquer sur tout, et qui vous pourrit la vie, alors que vous êtes chef d'entreprise, alors que vous êtes responsable associatif, que vous êtes élu local, et que vous pouvez faire avancer les choses. Et on vous dit, mais monsieur, on ne peut pas. Mais non, on ne peut pas. Comme on dit au ministre, mais monsieur, on a déjà essayé il y a 4 ans, on ne peut pas. Regardez la déclaration. Les agriculteurs qui hurlent en disant, mais simplifiez-nous la vie. Sur les haies, tout le monde est d'accord pour protéger les haies. OK. 14 réglementations différentes sur la protection de la haie. Résultat, aujourd'hui, bilan sorti il y a 2 mois de l'administration française, on continue à arracher 23 000 km de haies par an.
Moi, quand j'étais agriculteur, je livrais la bataille pour qu'on ait un remembrement intelligent et qu'on arrête d'arracher des haies. 40 ans plus tard, on est toujours dans le constat qu'on continue à arracher. On marche sur la tête, tout le monde est d'accord qu'il faut protéger. On a mis de l'argent, on a mis des centaines de millions. L'État a mis des centaines de millions ces 2 dernières années pour la plantation de haies. On a juste oublié qu'on continue à en arracher beaucoup plus qu'on en plante. Comme quoi, on marche sur la tête et quand les agriculteurs retournent les pancartes, franchement, ils ont raison. C'est un peu compliqué quand vous passez dans un village que vous ne connaissez pas et qu'il faut regarder la pancarte dans l'autre sens, mais ça, au-delà de cette gêne momentanée, vous comprenez, quand on dit qu'on marche sur la tête, c'est grave. C'est très grave, parce qu'avec du bon sens, en respectant les gens qui travaillent, on fait plein de choses. Moi, je défends des gens heureux, je me bats pour les campagnes, mais je me bats pour des gens heureux. Les agriculteurs, ce n'est pas des gens malheureux, mais quand ils ne gagnent pas leur vie, ils deviennent malheureux, ils sont en colère. S'il y a un taux de suicide aussi élevé, ce n'est pas pour rien. C'est pareil pour les policiers. La plupart des policiers ou des gendarmes aiment leur métier, mais quand les conditions sont trop contraignantes, on pète un câble. Et ça, quand on libère les énergies, mais les gens, ils acceptent tout. Vous n'avez pas entendu un agriculteur dire « je veux travailler moins ». Hein? Et d'ailleurs, au moment des Gilets jaunes, au début des Gilets jaunes, vous demandiez, il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient « je veux travailler moins, je veux juste quand même avoir un salaire à la fin du mois ». C'est tout. Hein? Parfois, ils disaient même, c'est pas normal que ceux qui ne travaillent pas gagnent plus que moi qui travaille. Bon, ça pouvait être vrai aussi. On est dans un beau pays où on a une stratégie sociale développée. Mais voilà, ça veut dire que tout ça, ça montre bien que le sujet de la crise agricole, si vous le regardez avec le prisme de la vie dans notre société, de la vie rurale, de façon plus générale, les artisans, les commerçants, les infirmières, les médecins, les patrons d'entreprises, de petites entreprises, vivent la même chose que les agriculteurs. C'est le même cadre, c'est les mêmes contraintes, c'est les mêmes changements qu'il faut. Je pense que demain, il ne faut pas faire des lois, il faut faire des lois pour supprimer des lois. Il faudrait que le grand chantier des 6 prochains mois, ça soit la suppression des lois inutiles. C'est Montesquieu, qui n'est pas tout jeune, qui a été enterré il y a fort longtemps, hein, au XVIIIe, qui disait « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Et Pompidou, dans les années 60, disait « il serait temps d'arrêter d'emmerder les Français ». Je ne voudrais pas dire, mais on ne les a pas écoutés, tous ces gens-là. Hein. On continue d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Alors qu'il y a plein d'endroits, contrairement à ce qu'on croit, où il y a beaucoup plus de souplesse. En Italie, en Allemagne, en Angleterre, il y a beaucoup plus de souplesse. Dans les pays fédéraux, il y a beaucoup plus de souplesse. On se complique la vie et le vrai sujet de nos campagnes, il est là. Parce que la campagne, c'est un endroit avec des distances. Donc ça veut dire voiture, voilà. Ça veut dire déplacement, ça veut dire qu'on est attaché à un lieu, mais on a peur de perdre son job parce que dans une grande ville, on peut perdre un job au nord de la ville et le retrouver au sud. À la campagne, c'est pas vrai. Dans les vallées, quand il y a une entreprise, c'est bien, quand il y a une industrie, c'est bien, quand il n'y en a plus, c'est foutu. Hein? Et donc, vraiment, le combat, moi, que je mène, et qui m'importe, et c'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle, et on va ouvrir la discussion sur l'échange, parce que sinon vous allez vous endormir, c'est que il faut qu'on laisse souffler les gens. Parce que le côté positif de ce qu'on fait, le côté richesse, on est tous des défenseurs d'une écologie durable, d'un respect de l'environnement, d'un partage des valeurs, mais il faut pour ça qu'on puisse nous laisser la liberté. Et j'ai bien compris que le combat de demain, vous le verrez pour ceux qui auront le courage de lire mon livre, c'est que je veux qu'on mobilise toutes les forces vives du monde rural, parce qu'on est dans un monde créateur d'emplois. Le monde rural est un monde créateur d'emplois. On est dans un monde où il y a plein de choses. La technologie va nous aider, même le monde agricole. Regardez, aujourd'hui, la technologie fait que vous pouvez utiliser 10 fois moins de pesticides parce que le matériel vous permet de mettre à la goutte près sur la plante ce qu'il faut. Sur l'eau, c'est pareil. Demain, on va pouvoir modifier les plantes sans OGM, mais avec des nouvelles techniques de génome qui vont faire que les plantes vont consommer 3 ou 4 fois moins d'herbe. Même l'IA est une solution pour un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on n'est pas non plus, parce qu'on défend les campagnes, des ringards qui regardent dans le rétroviseur en pensant que c'était mieux avant. Mais non, le monde de demain, le télétravail,
Moi, notre assistante, avec Patricia, mon épouse, elle habite à un bled, depuis 6 ans, un bled dans le Puy-de-Dôme de 250 habitants. Elle parle tous les jours à des secrétaires de ministres qui sont enfermés dans leur bureau, dans la rue de Varennes, à l'Élysée ou à Matignon. Et elle a des poules et un jardin. Et elle s'occupe de gérer toutes mes relations politiques sans problème. Mais elle est heureuse. Elle vient une fois par an à Paris. J'ai l'impression qu'elle se force. Hein, et voilà. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a des chances. Et regardez, la Vendée est une parfaite illustration. C'est à la fois un pays de valeurs fortes, et qu'il faut accepter. D'ailleurs, vous n'avez pas la couverture de mon livre, mais sur la couverture de mon livre, il y a un magnifique clocher. Hein, voilà. Parce que je pense que nous avons une culture judéo-chrétienne qu'il faut assumer. Donc le clocher, et je l'aime bien. D'ailleurs, je lance un think tank et un fonds de dotation, une fondation autour de la défense de nos campagnes, et le logo est encore et toujours un clocher. Comme quoi, il faut savoir s'assumer, et pourtant, je vous rassure, je suis athée, donc ce n'est pas le clocher, je trouve que c'est la valeur, c'est une valeur d'attachement, une valeur d'espace qui est importante. Donc, ce que je veux vous dire par là, et on va ouvrir la discussion, elle est que on peut livrer les batailles sur les campagnes. La crise agricole, il faut que vous la regardiez, parce qu'elle est une crise qui est révélatrice de ce qui dysfonctionne dans notre pays. Et si moi je combats les élites, et si je combats les technos, vous prenez l'exemple. Prenez l'exemple de l'ouverture de l'Ukraine aux produits agricoles, l'arrivée des produits agricoles de l'Ukraine dans le reste de l'Europe. On a pensé que dans le cadre de l'effort de guerre, il fallait aider les Ukrainiens et donc qu'il fallait que ce soit open bar, qu'on fasse sauter toutes les taxes. Comment les technocrates qui ont pris cette décision n'ont pas pensé qu'on allait flinguer des pans entiers de notre économie agricole? Comment est-ce possible qu'on ait oublié une partie de l'analyse? Je ne sais pas, il y a dû y avoir un cache, ou alors il y a dû y avoir un oubli, ou c'était la fin de la journée. Et donc on a décidé qu'on pouvait importer, et aujourd'hui on fait le constat qu'on a massacré des pans entiers de notre économie de production de poulet. Comment c'est possible? On a fait la même chose avec les traités de libre-échange. Comment c'est possible? Peut-être qu'il y a des traités qui iront très bien, mais comment c'est possible qu'on ne réfléchisse pas de façon globale et comment on n'intègre pas la dimension du monde rural, qui est un monde du vivant, qui est un monde beaucoup plus fragile et qu'il faut intégrer. Voilà, quand on vous raconte les beaux discours sur la voiture électrique, moi je veux bien, mais à la campagne, génial, c'est parfait, c'est comme le vélo, génial, mais ça dépend où. Donc je pense qu'on est dans un monde où aujourd'hui, il y a un appel à la nature, il y a un appel à la campagne, c'est plutôt bien. Il y a une crise forte de l'économie rurale et de l'économie agricole, et on est à un tournant. Et je pense que ce tournant, il est intéressant, mais il faut aller vite. Et moi, je dis toujours aux leaders agricoles, alors vous me direz que dans ce cas-là, Emmanuel Macron ne m'aime pas bien, c'est qu'ils ont une lourde responsabilité parce qu'ils ont ouvert la boîte et qu'il faut tenir. Il faut tenir parce qu'on marche sur la tête. Mais on marche sur la tête pour tous les pans de l'économie française. Dès lors qu'on est dans les petites unités. Les multinationales, elles n'ont jamais de problème. Vous pouvez leur coller toutes les normes que vous voulez. Ils ont des programmes de recherche et développement avec des centaines de personnes. Ils ont des batteries d'avocats et de juristes. Donc ils passent tout. Ils gagnent toujours. Mais les petites structures, les PMI, PME, les artisans et commerçants ou les agriculteurs, ils perdent le match. Alors que c'est avec eux qu'on va construire une vraie stratégie de développement durable de nos campagnes, de développement durable de notre pays. Et moi, j'y crois vraiment. Parce qu'on a tellement de gens géniaux, astucieux, on a tellement de création de richesses dans nos campagnes, on a tellement de gens qui imaginent demain la poste, peut-être qu'elles seront toutes fermées les postes à la campagne, mais si le bistrot qui ouvre de 7h du matin à 22h offre tous les services de la poste, plus d'autres services, c'est quoi le problème? Il faut s'adapter. Si on a des bus qui tournent pour les services de santé, pour accompagner les personnes âgées, on a plein de solutions. Et moi, je suis un adepte de ces solutions, mais pour ça, il faut combattre ceux qui nous bloquent.
parce qu'il ne faut pas leur faire de cadeaux. Et lorsqu'ils seront rentrés à la maison, eh bien, on pourra enfin libérer les énergies. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de vous laisser la parole, parce que sinon, vous allez dormir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, normalement, le plus dur, c'est la première, mais ça y est, elle est déjà là. Bonsoir monsieur, déjà merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le combat écologique aujourd'hui est mal compris, mal conduit et souvent parfois mal dirigé? Alors, je vais faire une réponse simple, je suis d'accord avec vous sur tout. Oui, bien sûr. Je pense que moi je suis un défenseur de l'écologie. J'aime mon territoire, j'aime la nature. Je suis un passionné de nature. Donc, je ne suis pas écologiste politique. Je suis écologiste. J'aime mon territoire, j'aime l'endroit où je vis et je n'ai pas envie de le dégrader. Je n'ai pas envie que mes enfants y trouvent un truc dégradé, massacré. Donc oui, et il y a des choses sur lesquelles on ne pensait pas qu'on nuisait dans nos pratiques et on peut nuire, ou à défaut, même si on ne nuit pas, on peut changer nos méthodes. Voilà. Donc, oui, le combat écologiste, en fait, ce que je reproche aux politiques, et c'est un de mes discours dominants, c'est arrêter de sous-traiter l'écologie aux écologistes. Dans mon livre, je l'explique dans le détail, l'erreur politique majeure, à gauche comme à droite, c'est d'avoir sous-traité l'écologie aux écologistes. Alors, je vous rassure, parce que bien qu'étant proche du président de la République, il a quand même commis la même erreur. Nicolas Hulot, c'est quoi? C'est on sous-traite l'écologie à un écologiste. En plus, on sous-traite l'écologie à un animateur télé. Pardonnez-moi, c'est même pas un écolo. Donc, il faut quand même le faire. Mais quand même, Emmanuel Macron, sur 5 ministres de l'écologie, il en a pris 3 chez les écologistes. Et je pense que c'est une faute. C'est une faute parce qu'au nom de quoi un écologiste politique, qui se colle une étiquette, parce qu'il a adhéré à un parti, a une vision des choses. Moi, j'ai toujours vu, si vous regardez l'évolution, que ce soit dans l'environnement ou dans l'agriculture, mais dans l'environnement, on va y rester, les ministres qui ont été bons, c'est des ministres qui étaient des ministres de droite il y a très longtemps, dans les années 70 et 80. Ils ont bâti toutes les grandes lois de protection de la nature. Cherchez l'erreur. Et ils n'étaient pas écolos pour un rond. Poujade l'était pas non plus. Mais ils ont compris et ils étaient puissants dans leur parti. Donc ils ont pu s'imposer, alors que le ministre de l'écologie, il était 33e dans l'ordre protocolaire. Aujourd'hui, on a eu un Hulot, numéro 3 du gouvernement, ministre d'État, incompétent et incapable. Mais pourquoi? Parce que le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être écologiste pour faire de l'écologie. N'importe qui, quand il est ministre dans un gouvernement, il peut être très bien entouré pour conduire une vraie stratégie environnementale sur tous les sujets qui sont complexes. L'énergie, le transport, la biodiversité, il y a énormément de choses. Les circuits courts, la transformation, l'économie circulaire, ok. Mais tout ça, on peut le faire avec des gens, il faut qu'ils soient influents dans leur gouvernement. Alors, à gauche comme à droite, on a toujours voulu sous-traiter. Parfois, à l'agriculture, on a commis la même chose. On a mis des anciens leaders paysans comme ministres de l'Agriculture. Je ne suis pas sûr que c'est bien marché non plus. C'est qu'il faut se faire bien entourer, il faut être bien encadré, il faut être influent dans son système. Donc oui, je pense que les écologistes desservent durablement l'écologie, parce qu'au nom de quoi il faudrait un parti pour ça. Ça doit être un paramètre. On a intégré l'économie, la culture, il faut qu'on intègre l'écologie. En matière de ruralité, c'est exactement la même chose. La ruralité, c'est la vie quotidienne à la campagne. Donc ça veut dire les transports, la mobilité, l'éducation, la culture, ça veut dire tout. Donc la difficulté dans ce pays, on aime les cultures du silo. On aime parler d'énergie, on aime parler de ciel, alors on parle d'énergie nucléaire, de l'énergie renouvelable, on cloisonne tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'écologie n'a pas marché pendant longtemps, parce que tout était cloisonné. C'est l'esprit français de cloisonner avec des silos. Et la ruralité, c'est pareil, c'est la vie quotidienne. Mais en matière d'écologie, quand on est sur un territoire, on doit cocher toutes les cases, celle du transport, celle de la biodive, celle de la découverte de la nature, du loisir de la nature, de la protection des espèces, de la protection de l'eau. Mais au nom de quoi ça deviendrait une idéologie? Ce n'est pas une idéologie, c'est du bon sens, c'est des techniques, c'est de l'accompagnement.
Aujourd'hui, regardez, quand on a des pluies, on a des inondations, et on a inventé des règles qui font que si vous curez le fossé, vous êtes condamné. Si vous n'êtes pas condamné parce que vous avez curé le fossé, on vous condamne parce que vous avez mis la boue à l'endroit où il ne fallait pas, mais pendant ce temps-là, vous avez tout inondé. Cherchez l'erreur. Enfin, on marche sur la tête sur ces sujets-là. On voit bien, quand il y a de l'eau qui coule, on a peur de la retenir. Imaginez tous les barrages hydroélectriques qu'on a bâtis, qui sont aujourd'hui une ressource d'électricité, comme on aurait fait si on avait eu des écolos à cette période-là. On n'aurait rien fait. Or, tous les lacs, la plupart des lacs qui sont des retenues, aujourd'hui, ce sont des réservoirs extraordinaires de biodiversité que les écolos veulent protéger. Cherchez l'erreur. S'ils étaient nés à ce moment-là, ils auraient demandé l'interdiction de ces zones, mais qui sont immenses. On a noyé des vallées complètes dans les montagnes. Et aujourd'hui, mais jamais on imaginerait que ça puisse être autre chose que des lacs, avec en plus une production hydroélectrique. Donc oui, on marche sur la tête, et il faut que les politiques aient le courage de s'asseoir là-dessus. Moi, je pense qu'on peut avoir des vraies politiques environnementales sans changer. Regardez le plan éco-phyto. Les agriculteurs ont demandé qu'on arrête un certain nombre de choses. Moi, je fais partie des gens qui se sont battus, y compris sur les néonicotinoïdes, pour avoir une date d'interdiction. Avec un principe de base, c'est pas d'interdiction sans solution. J'ai obtenu à 2 voix près au Parlement le vote, c'était sous la gauche, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme on n'a pas exercé de pression sur les industriels qui avaient dit si on a une solution, si on a 5 ans, on trouvera la solution, le lobby agricole n'a pas exercé de pression, l'État n'a pas exercé de pression, Bayer s'est assis sur les règles, et aujourd'hui, on est dans la situation catastrophique dans laquelle on est. Alors qu'on aurait pu trouver en 5 ans la solution, les industriels ont l'argent pour la recherche et le développement, il fallait qu'ils soient juste sûrs que le marché leur serait interdit dans 5 ans. On n'a rien fait, et après, aujourd'hui, le ministre est obligé de reporter tous les ans, pour les néos, qui sont quand même des tueurs d'abeilles, de reporter tous les ans l'échéance. C'est ridicule, parce que ça donne l'impression qu'on veut revenir en arrière et qu'on pense que le tout pesticide, c'est bien, alors que ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, il faut le faire. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut installer vraiment les choses de façon extrêmement fine en utilisant 3 ou 4 fois moins de produits. Donc, on change. Donc oui, l'évolution écologique est forte, je pense, dans la prise de conscience des gens. Mais entre guillemets, vous n'allez pas tous passer à la voiture électrique quand vous habitez à la campagne, hein. Voilà, il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup d'investissements avant. Donc la réalité, on le voit bien, on dit le moteur thermique 2035, je ne vous ai pas remarqué, mais c'est le lobby industriel allemand qui a réussi à dire, ben nous, on vous rassure, nous en 2035, on continuera à produire des voitures. Cherchez l'erreur. C'est les mêmes Allemands qui nous ont dit, vous faites du nucléaire, mais c'est pas bien, le nucléaire, c'est pas bien, hein, parce que c'est une énergie décarbonée, mais quand même, c'est pas bien. Voilà, ils ont tout fait pour nous empêcher de pouvoir payer les investissements européens avec l'argent de l'Europe sur le nucléaire. Donc on marche vraiment sur la tête, alors qu'on peut avoir une politique intelligente sur le plan environnemental, en utilisant tous les moyens modernes qu'on a, mais il ne faut pas d'idéologie. Moi, c'est ce que je reprends. Et il faut arrêter d'être juste le lanceur d'alerte qui fait peur. Moi, je ne suis pas certain qu'on arrive à la fin du monde très vite, hein. C'est peut-être trop optimiste, mais j'ai l'impression qu'on va galérer quand même pour arriver. Bon, d'accord, je suis trop long, je sais. Là, il m'a regardé comme ça, j'ai vu. Je voudrais savoir quelle est votre position sur les événements à Loire-Atlantique de Notre-Dame-des-Landes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous allez me faire sortir du bois, là. Hein. Alors, je vais déjà commencer par la fin. Moi, j'aime beaucoup quand on organise une consultation populaire et qu'on s'assoit dessus. C'est bizarre quand même, parce que dans ces cas-là, pourquoi on fait une consultation populaire? Pour demander aux gens ce qu'ils pensent. Hein. C'est comme les conventions citoyennes, c'est comme le Conseil économique et social. Hein. Tous ces machins qui ne servent à rien, puisqu'on ne va pas appliquer ce qui en sort, pourquoi on les maintient? Moi, je suis plutôt un adepte de, si on pose des questions, on les applique. J'ai une culture un peu jura-suisse, vous voyez, hein. Quand on consulte les gens, mais d'abord, quand on consulte les gens, avant, on les informe, première règle. 2, on écoute, parce que sinon, ça ne sert à rien.
hein. Soit il y a des élus qui décident, et c'est bien, soit on décide de consulter, et si on dit c'est bien, eh bien on y va. Alors peut-être qu'on peut adapter après, parce qu'on a moins d'argent, etc. C'est comme l'autoroute que les écolos veulent bloquer à côté de Toulouse. On croit rêver. C'est-à-dire que tous les feux verts sont donnés, et les tribunaux jugent positivement l'urgence de l'autoroute, et les écolos disent « Ah bah oui, mais malgré tout ça, il ne faut pas l'autoroute ». Les mêmes qui disaient il faut qu'on respecte les consultations populaires, les mêmes qui disaient il faut qu'on respecte quand on consulte. Donc moi j'ai jamais regardé de façon détaillée s'il y avait une urgence absolue pour avoir un équipement de cette nature, mais en tout cas je ne comprends pas comment après une consultation populaire on ne respecte pas, et d'autre part, j'aime pas les zadistes. Je suis désolé. J'aime pas. Pourtant, j'ai été syndicaliste. Pourtant, j'ai mené des opérations, vous le lirez dans mon livre, qui sont un peu brutales, mais je défendais l'économie, je défendais le respect de l'autre, je défendais, même si parfois les gendarmes m'ont tapé, je les ai toujours respectés. Je ne respecte pas les tueurs de policiers et de gendarmes. Et je n'aime pas le désordre permanent de ces gens qui parcourent l'Europe avec une cagoule et une sacoche avec des marteaux. Voilà. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup Bonsoir. pour votre pragmatisme. J'avais une question pour revenir sur les lois et le droit que vous avez évoqué. Si votre pragmatisme sur les lois nécessaires paraît tout à fait logique, je me demandais si les lois ne pouvaient pas être le facteur de sauvegarde de nos campagnes, et s'il ne fallait pas repenser justement autant dans les stratégies agricoles, etc. Il y aurait sûrement du droit à enlever, mais est-ce qu'il ne faudrait pas en rajouter et avoir une vraie stratégie? Je pense notamment par exemple aux municipalités qui maintenant, lorsque de nouveaux arrivants, de nouveaux citadins viennent dans leur village, prévoient des chartes pour expliquer qu'il y a des clochers, des vaches, des nuisances, et du coup c'est une certaine manière de sauvegarder la vie rurale. Alors, oui, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup ces pancartes où on explique que les vaches font du bruit, que les chiens font du bruit, les coqs font du bruit, et que vous êtes le bienvenu quand même, si vous acceptez ces règles. Je pense que c'est important qu'on dise quand même que vous êtes les bienvenus, parce que sinon, ça fait un peu touche pas à mon village gaulois et viens pas me déranger. Je crois que la réalité, c'est que moi, je n'oppose pas, je ne cherche jamais à opposer l'urbain et le rural. Il faut juste qu'il y ait la compréhension des deux. Pour ça, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut faire beaucoup d'informations, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. La preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la nature appartient à tout le monde. Si vous voulez fâcher des gens, il n'y a rien de tel que de faire ça. Hein. Mais entre guillemets, oui, parfois, sans doute qu'il faut peut-être un meilleur encadrement législatif, mais on en a tellement. On est tellement contraint par des textes. Et vous savez, le principe de nos textes, alors si on les changeait en étant plus souple et adaptable, peut-être. Parce que la culture dominante, c'est quand même la culture de l'exclusion de l'être humain. C'est-à-dire qu'on fait des lois qui interdisent beaucoup de choses, hein, et qui ne permettent pas l'adaptation. Selon l'endroit, selon la région, selon qu'on soit en montagne, en plaine, sur un causse ou à côté ou en bordure de mer, il faut adapter. Moi, j'ose dire, et pourtant je me sens très écolo, qu'il faut remettre à plat la loi montagne et la loi littorale. Mais quand vous dites ça, on vous considère comme un criminel. Ça veut dire que vous voulez remettre en cause et qu'en fait, vous voulez une réurbanisation des côtes et des campagnes. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'on a fabriqué des lois il y a 30 ans, dans un contexte radicalement différent. Et on dit aujourd'hui, touche pas à ma loi. Mais c'est débile. Le monde a changé, les exigences ont changé. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses où même le littoral a changé parce qu'il se fait dévorer. Donc, il faut s'adapter. Mais au nom de quoi on n'oserait pas toucher? Au nom de quoi on a des totems qu'on ne peut pas toucher?
Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Il faut être assez intelligent, et vous avez raison, pour qu'on se mette autour de la table, non pas avec dogmatisme ou avec idéologie, mais pour dire, OK, comment on fait? Voilà, le zéro artificialisation dans un certain nombre d'endroits, ça tue le village, parce que ça tue l'école, et parce que ça tue tout. Mais, et parfois, on parle de 2 à 3 constructions, c'est tout. Donc le zéro artificialisation est nul dans certains endroits. Il faut accepter qu'on continue alors que ce sera toujours limité, alors que dans d'autres endroits, il faut être plus souple. Donc oui, on n'a pas dans ce pays cette culture du compromis, on n'a pas cette culture de la négociation que d'autres ont, que les Allemands ont, et c'est compliqué. Donc effectivement, parfois on a tendance à dire, si on supprime cette loi, il en faut une autre, hein, elle sera encore plus rigide. Moi je voudrais qu'on pose les choses. Regardez, on va parler d'un sujet, le loup, mais on pourrait parler du cormoran. C'est une espèce protégée. Elle est protégée, elle a les mâles. On la protège, on a des lois pour ça, on a des directives européennes pour ça. Parfait. Le jour où il y en a trop, on dit on ne peut rien toucher. On peut faire disparaître les bergers dans les montagnes parce qu'on ne peut pas toucher au statut du loup alors qu'il est devenu une espèce abondante. Sur le cormoran, qui massacre un certain nombre de poissons dans les rivières et qui ne touche pas seulement les piscicultures, mais à peu près tout, on dit, ah ben non, on a 50 000 à tuer par an, mais il faut les tuer dans un cadre précis, il est tellement précis qu'on ne peut pas en tuer plus de 25 000. Cherchez l'erreur. Toujours pareil, le carcan, la loi. Comment on fait pour ne pas adapter les choses? Or, le problème de la loi, c'est qu'ensuite, les tribunaux sont saisis par des ONG ou par des groupuscules, et résultat, tout est dirigé par la jurisprudence de lois qui sont interprétées par des juges hors sol, et moi ça me navre. Donc oui pour toucher les textes, oui pour les simplifier, oui sans doute dans certains endroits pour les clarifier, mais on a un énorme risque de rester dans la culture du l'être humain n'est pas le bienvenu, il est toujours destructeur et on n'a pas confiance et donc on met des contrôleurs. Regardez, on a un débat aujourd'hui sur faut-il désarmer la police d'État qui est la police de l'environnement. Vous ne croyez pas qu'on marche sur la tête là? On est en train d'équiper toutes les polices municipales d'armes et on va désarmer une police d'État à la demande du monde agricole alors que le vrai sujet il n'est pas là. C'est que la police, elle applique parfois de façon trop restrictive des tas de textes. Mais c'est les textes qu'il faut supprimer. C'est ça qu'il faut supprimer. L'agriculteur qui a le malheur de curer, mais il va au tribunal, il pourrait aller en prison. Mais on marche sur la tête. C'est le texte qu'il faut supprimer, c'est pas le gendarme. Voilà. Et donc, voilà, on a du mal dans ce pays à évoluer de façon intelligente en disant, ben oui, regardez, aujourd'hui, on a des inondations, c'est parce qu'on n'a pas curé depuis 20 ans. On n'a pas curé depuis 20 ans parce que les lois interdisent de curer. Ah bon, merde alors. Mais ça coûte combien les inondations? C'est une catastrophe, sans compter la catastrophe humaine de gens qui ont perdu leurs biens, qui ne pourront plus le vendre et qui vivent dans un enfer en nettoyer 3 fois par an et en se disant c'est foutu parce que je ne pourrais même pas partir. J'aime mon coin, je suis noyé, on va dire vous n'avez qu'à pas vous mettre à côté de la rivière, on leur a vendu, on les a autorisés et aujourd'hui on ne fait plus rien. Donc oui, moi je me méfie quand même qu'on remette de carcan les lois. Je voudrais d'abord qu'on essaie le carcan d'en supprimer beaucoup, hein, et d'avoir l'intelligence du dialogue sur le terrain. Les préfets sont faits pour ça. Je vous l'accorde, vous le lirez dans mon livre. Je ne suis pas très gentil, je crois qu'il y a 280 préfets dans ce pays et je dois faire l'éloge de 3 et je dois dire qu'il doit y en avoir une dizaine qui sont bons. Donc vous voyez, c'est un peu salaud. Mais en tout cas, ils vont avoir de nouvelles responsabilités. Ils sont capables d'organiser le dialogue. Hein. Pour ça, il faudra peut-être qu'on les forme un peu mieux. Je viens de faire beaucoup d'amis en ce moment. Mais en tout cas, oui, si on change, assouplissons déjà en organisant le dialogue. Mais en organisant le dialogue au bon endroit. Hein, soit avec des consultations réelles et sérieuses, soit en supprimant les organismes inutiles pour concerter. Parce que je pense qu'on gaspille de l'énergie à consulter des gens dont on ne tient pas compte de la vie. Madame. Non. Ah non. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup pour votre intervention. De ce que je comprends de votre métier, c'est que c'est une guerre d'influence permanente.
est-ce que vous avez déjà rencontré des lobbyistes concurrents? Et si oui, quelle est leur influence? Alors, vous savez, moi j'ai souvent... la réponse à cette question, elle est assez simple. Chez moi, le lobby permanent que je combats tous les jours, c'est la technocratie. Les lobbies concurrents, c'est-à-dire ceux qui défendent les intérêts d'autres personnes que moi, à la limite, les ONG qui défendent, qui sont contre les chasseurs, les ONG qui sont contre les agriculteurs, ou les industriels qui se concurrencent entre eux dans la grande distribution, dans plein d'autres sujets. À la limite, c'est une concurrence normale. On se bat, on gagne, on perd, on influence un tel ou pas. C'est de bonne guerre. Mais moi, ce que je combats beaucoup, c'est justement ce lobby qui n'existe pas. C'est un vrai plan secret. C'est tous ces gens qui ont le droit de vous dire non à tout et qui ont même le droit de dire à leur ministre non, même quand il a décidé, même que ça a été voté au Parlement. Et moi, ça m'insupporte. Et donc, le lobby que je combats le plus dans ce pays depuis 30 ans, c'est la technocratie. Parce que je pense que sinon, la libre concurrence et le libre combat entre nous, avec des concurrents, moi j'ai des lobbyistes qui sont concurrents parce qu'ils défendent d'autres intérêts, dans la grande distribution, on peut avoir, j'ai longtemps travaillé pour des groupes très différents, qui étaient ennemis, j'ai beaucoup travaillé pour les magasins grands frais face à le reste de la grande distribution, parce qu'il y avait cette espèce de combat sur des positions différentes vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des références, etc. Ok, mais ça c'est une guerre normale de lobby et d'industriels ou d'entrepreneurs, c'est parfait. Mais le vrai lobby vicieux et la vraie concurrence vicieuse dans tout ce qu'on défend, c'est ça, c'est ce blocage de gens qui vous parlent au nom de l'intérêt général, et qui vous disent que comme vous défendez des intérêts privés, même si ce sont des intérêts très collectifs, on n'a pas besoin de vous écouter. Et moi, je reconnais que dans les stratégies, justement pour être écouté, j'ai tendance à créer des organisations collectives. Parce que dans ce monde un peu individualiste, ça marche. Vous voyez, pour parler des espaces naturels, mais aussi pour parler de l'économie rurale, du tourisme et du loisir de nature, j'ai monté une alliance qui s'appelle l'Alliance des sports et loisirs de nature. Il y a la chasse, mais il y a aussi la pêche, le golf, la plaisance, les VTT, l'escalade, etc. Et lorsque vous parlez au nom de 8 millions de licenciés et au nom de 12 fédérations, et la randonnée aussi, le cyclotourisme, mais tout d'un coup, on vous écoute. Et là, vous pouvez damer le pion de la technocratie. Et c'est parfois seulement à ce moment-là que vous arrivez à vous faire entendre et à faire en sorte qu'on veille jusqu'au bout à ce que les choses soient appliquées. Parce que moi, c'est vraiment ça. C'est la technocratie qui me gêne le plus. Alors, je vous rassure, les organisations professionnelles, que ce soit dans le monde agricole, dans le monde de l'entreprise, les chambres de commerce, toutes ces choses-là, généralement, il y a autant de techno qu'ailleurs. Et dans les régions, il y a parfois autant de technocrates que dans les services de l'État. Il faut être honnête. Je ne sais pas pourquoi, on a inventé en France une culture assez dominante où la casquette n'est pas importante, mais la fonction d'emmerder l'autre et de regarder l'autre. Je ne dis pas ça de tout le monde, il y a plein de gens qui accompagnent le développement. C'est aussi ce qui manque. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait sans doute moins de techno, il y avait sans doute moins de corps intermédiaires, et on accompagnait correctement les gens, même pour leur expliquer qu'il faut faire ou pas faire, mais pour leur expliquer. Vous avez le droit. On a voté, il n'y a pas si longtemps, dans ce pays, un droit à l'erreur. Génial. Vous pouvez entreprendre et commettre une erreur et ne pas être sanctionné. Ah, c'est tellement génial que ce n'est pas appliqué. Alors pourquoi on l'a voté? Si on l'a voté, c'est qu'on s'est bien aperçu qu'il y avait un problème. Il y a des gens, ils ne sont pas délinquants par nature. Ils ne connaissent pas la loi. Ils font des choses, c'est pas si grave que ça. Ça n'a impacté à personne. Ils paieront même la correction. Mais non, on n'applique pas. Parce que, imaginez, d'autoriser un droit à l'erreur. C'est comme si... C'est presque criminel dans ce pays, d'autoriser l'erreur. Alors que c'est pourtant si simple. Il n'y a que les gens courageux qui font des conneries. Madame. Monsieur, j'ai deux questions. Merci pour votre intervention tout d'abord. Et concernant le point de vue agricole, quel avenir
Alors, quand je critiquais les technos, je peux aussi critiquer les dirigeants du monde agricole. Parce qu'effectivement, quand on est... je pense que les filières d'élevage sont les maltraités de ce pays, et parce qu'on ne s'est pas attaché à leur respect, parce qu'on a plusieurs agricultures. On a une agriculture très productiviste qui exporte sur le monde entier, qui est fortement subventionnée par la PAC, parce qu'ils ont été très efficaces en matière de lobbying, les céréaliers en particulier, et qu'ils ont des structures qui permettent un amortissement des charges très facile. Hein. Ils travaillent moins que les autres, et ils ont même des salariés, et ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que parfois, d'ailleurs l'actuel représentant de la FNSEA est quand même quelqu'un qui a une grosse ferme, mais ça c'est pas gênant d'avoir une grosse ferme, mais il parle quand même au nom d'un groupe qui pèse 8 milliards. C'est sûr que c'est difficile de défendre les éleveurs qui galèrent avec un salaire de merde quand on est patron d'un groupe qui pèse 8 milliards, qui vend de la viande végétale et qui a une centrale d'achat à l'étranger pour les huiles, alors qu'on va fabriquer une 4e loi Egalim, chercher l'erreur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez raison. L'avenir est sombre si on ne pratique pas la révolution. Et c'est pour ça que je dis que la crise agricole, il ne faut pas que les agriculteurs baissent la garde. Et il ne faudrait pas qu'ils vendent leur âme trop vite. Parce que la réalité, elle est structurelle. Il faut aller très loin. Et vous parliez des jeunes. Aujourd'hui, tout le monde fait le constat. On dirait, on n'aura pas... On va perdre la moitié de nos agriculteurs dans les 15 ans. Naturellement, non pas parce qu'on les a virés, mais parce que le vieillissement de la population. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le constat, il est fait. Vous ne pouvez plus avoir... Avant, vous achetiez des terrains et des maisons et vous disiez, c'est pas grave, j'aurai une retraite de merde, mais grâce à ce que j'ai acheté, mon foncier, grâce au capital que j'aurais fait, j'aurai ma retraite. Ma retraite, je me la serais payée moi-même, au bout du bout, parce que la retraite agricole, vous savez ce que c'est rien. D'accord. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, le jeune qui veut s'installer, si jamais il paye le foncier, il est déjà mort. Il est foutu. Et donc, bien évidemment, si on ne pratique pas la révolution en pensant comment on fait pour que les 100 000 maraîchers qu'on pourrait installer partout, pour des circuits courts autour des villes, le foncier, il coûte une fortune. Or, vous n'allez pas produire des légumes à 50 km de la ville. Vous allez le produire à côté. Il vous faut une légumerie installée par la collectivité qui puisse transformer, nettoyer les légumes de 10 ou 15 maraîchers. Tout ça, ça se calcule, ça se réfléchit. Mais pour ça, il ne faut pas avoir le prix du foncier sur le dos. Sinon, on est mort. Donc, effectivement, on doit être amené à tout reposer à plat en ce qui concerne l'installation des jeunes agriculteurs, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont prêts. Mais la plupart de ceux qui viendront s'installer ne viennent pas du monde agricole. C'est clair. Ils seront formés, sans doute bien formés, mais il faut trouver des solutions. Trouver des solutions pour le foncier, trouver des solutions pour le débouché. Et vous avez raison, pour l'élevage, il faut vraiment qu'on mette le paquet, parce que j'ai l'impression quand même que les organisations agricoles ont bien défendu les céréaliers. Mais pour les éleveurs, qui sont à la fois les gardiens de nos territoires, les gardiens de nos productions de qualité, qui sont les meilleurs gestionnaires de la biodiversité, parce que quand on a des prairies, on a une vraie biodiversité, et alors que si on n'a que des champs et pas de haies, pardonnez-moi, c'est un peu léger, eh bien, il va falloir qu'on trouve une solution. Et là, il faut trouver une solution économique. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi tordre le bras. Il n'y a pas que des industriels du lait qu'il faut tordre le bras, parce que dans le marché de la viande, il y a aussi des choses qui se passent très mal. On maltraite les gens. On maltraite les éleveurs parce qu'effectivement, la preuve, c'est on va, je pense, cette année, là, on va faire une loi Egalim 4. Moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, que je n'ai pas fait, pour se dire pourquoi la première loi n'a pas suffi. C'était une loi pour permettre aux agriculteurs de vendre à leur prix de vente correct pour assurer toutes leurs charges. Pourquoi il va nous falloir une 4e loi Egalim? Ça veut quand même dire que depuis 2 ans, on a marché sur la tête là aussi, puisqu'on s'est trompé. Or, ça concerne en grande partie, ça ne concerne pas les céréales produites dans le nord de la France qui sont exportées. Ça concerne le lait, ça concerne la viande, ça concerne les produits transformés de production spécifique.
Et moi, je suis très inquiet, effectivement. Mais on a une urgence absolue. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il va falloir qu'on paye des subventions pour aider juste l'économie agricole, l'économie de l'élevage. Il faut raisonner avec les prix. Et quand on regarde bien, on voit bien les expériences de C'est qui le patron ou d'autres entreprises comme ça. On voit bien que parfois, ce n'est pas une augmentation de 50% du prix du lait acheté par le consommateur qui va changer la donne. C'est une affaire de 10, 15, 20 centimes qui peut changer la vie de l'agriculteur. Mais ça, il faut l'assumer aussi. On tient un discours totalement hypocrite. Et bien évidemment, avec une grande distribution qui est plus démago que les autres, qui tient un vrai discours hypocrite. Je ne citerai personne, bien que les connaissant tous, parce que si on veut vraiment qu'on continue à ce que nos campagnes se développent, et c'est une impérieuse nécessité, mais pas en termes de musée, pas en termes de zoo, mais en termes d'économie, il va falloir qu'on change la donne. Et pour ça, si l'État pouvait servir à quelque chose, c'est à tordre le bras des gros industriels. Le rapport de force, il n'est pas suffisant avec les producteurs. Moi, je peux raisonner dans mon Jura natal parce que nous, producteurs de lait, on a une filière du comté qui est efficace. Mais pourquoi? Alors là, parfois, je suis très cruel, mais j'ose le dire. Cette filière du comté, du fromage, avec des vaches montbéliardes nourries avec du foin et pas d'ensilage, elle a une caractéristique, c'est que les gens qui dirigent ces filières n'ont jamais fait de politique, n'ont jamais fait de syndicalisme agricole, ils s'occupent des éleveurs. Et moi, j'ai toujours pensé que si les organisations agricoles s'occupaient vraiment de l'économie de leurs produits et s'occupaient des agriculteurs et des produits, ce serait mieux que de penser à faire carrière à la SAFER, au Crédit Agricole ou à la coopérative ou au syndicat pour prendre des positions. Et ça, je pense qu'on doit secouer les organisations agricoles parce que, quand je parlais des corps intermédiaires, je vous rassure, dans les chambres d'agriculture, dans un certain nombre d'endroits, on a les mêmes élites que les technocrates qui sont à la préfecture, qui n'ont pas envie que les choses changent. Mais il faut secouer tout ça. Et je pense qu'effectivement, c'est une impérieuse nécessité parce que pour la captation du carbone, pour toutes ces choses qui, soi-disant, défendent la planète, l'élevage, c'est la solution. Mais c'est une solution qui doit être avec une économie réelle et pas une subvention pour service rendu à la nation. C'est bêtifiant et avilissant pour les producteurs. J'espère avoir répondu. Bonsoir monsieur. Je suis chevrier, fromager, chasseur, peut-être le seul de moins de 50 ans dans ma commune. On voit bien qu'il y a quand même un grand changement dans nos campagnes. Beaucoup de néo-ruraux, des citadins qui débarquent en masse, des migrants. Il y a pas mal d'autres problèmes aussi, dématérialisation de la monnaie notamment. Enfin, il y a pas mal de choses qui font qu'on se pose la question aussi entre jeunes chasseurs, jeunes paysans, sur la façon... Enfin, comment notre ruralité va progresser dans les années à venir. Et ma question est celle-ci. Que pouvons-nous faire, nous, en tant que jeunes chasseurs et jeunes paysans, pour assurer la pérennité de notre mode de vie? Vaste question, parce que c'est la question fondamentale. C'est que si on continue comme ça, on va dégoûter ceux qui sont comme vous, installés et qui auront du mal à continuer. C'est ce que disait madame. On est dans une situation où il faut à la fois sauver l'existant, offrir la possibilité à s'installer, et il faut surtout faire comprendre ce qu'on fait, parce que ceux qui arrivent, demain, ils prennent les mairies. Il y a un certain nombre d'endroits où on le sait, les néo-ruraux prennent les mairies, et on voit les contraintes nouvelles arriver, mais qui sont des contraintes produites par des gens de chez nous, même s'ils ne sont pas de chez nous, mais ils sont là, ils sont aux manettes. Donc effectivement, on a un vrai déficit de pédagogique, on a un vrai déficit d'information. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de panneaux qui fleurissent dans les entrées de communes pour expliquer qu'il y a des coqs, des vaches, des chiens et tutti quanti. Ça montre bien quand même qu'on a un problème. Donc effectivement, je pense que ce qui nous manque, alors
C'est sans doute un des enjeux du think tank que je lance dans les prochaines semaines, c'est que nous devons partir à la reconquête de l'opinion publique pour expliquer tout ce que nous faisons et tout ce que nous faisons bien, et pour expliquer ce qu'il faut respecter. J'en parlais tout à l'heure pour la propriété, le non-respect de la propriété parce que la nature appartient à tout le monde, la mise sous cloche en pensant que quand on travaille, on est nécessairement destructeur et pollueur. On n'a jamais autant de forêts dans ce pays, mais on a l'impression qu'on massacre les forêts. Hein. C'est-à-dire qu'on a un tel défaut d'information que le lit est facile avec les réseaux sociaux, avec les néo-ruraux qui ne connaissent pas, mais qui ont envie entre guillemets, de se faire du rural ou de se faire du paysan, d'avoir beaucoup de surprises, puisqu'ils peuvent être dominants dans les communes, vouloir interdire la chasse ou la limiter, ou vouloir interdire l'accès, etc., ou interdire les coupes, etc. Donc on a effectivement un vrai enjeu. Moi, je suis convaincu que c'est là où il faut qu'on se bouge. Même moi qui parle à l'oreille des présidents, je fais le constat de mon échec personnel. Il faut qu'on se mobilise, il faut utiliser tous les réseaux sociaux, il faut organiser tout ça, il faut utiliser des people. On a toujours pensé qu'on était fort parce qu'on avait raison et qu'on était majoritaire. Aujourd'hui, nous devenons minoritaires. Et il faut avoir une stratégie de minoritaire. Il faut qu'on fasse du prosélytisme, les réseaux sociaux sont utiles, les jeunes sont ouverts. Il y a plein de gens qui sont plus ouverts qu'on ne le croit, mais ils n'ont pas l'accès à l'information. La seule information qu'ils entendent, c'est celle qui est multipliée sur un certain nombre de réseaux et à la télévision et dans les émissions, qui est bêtifiante pour notre vie de ruraux. Donc il faut partir à la reconquête. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce qu'on va lancer avec 200 personnalités du monde rural dans les semaines qui viennent, mais pour les 4 prochaines années, et on aidera tous ceux qui ont envie que ça marche. Il faut donner des outils, il faut faciliter l'accès à l'information, il faut mettre en valeur ce qui se passe bien et surtout la démultiplier et donner les moyens à tous ceux qui parlent comme nous ou aux people qui ont envie de parler comme nous parce qu'ils aiment nos territoires et ils aiment nos pratiques, parce qu'on s'est laissé damer le pion. Moi je vois, regardez, Nicolas Hulot, c'est devenu le porte-parole d'une écologie. Pardonnez-moi, le mec qui a 8 bagnoles, qui vole dans l'hélicoptère, même sa marque de shampoing, c'était des produits de merde, et il touche toujours des royalties. On croit rêver, mais on a laissé traiter ça, des Hugo Clément, des Yann Arthus Bertrand, on a laissé tout ça, et on s'est pas investi. Or, aujourd'hui, je reconnais, je trouve, qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme nous et qui sont urbains, et qui ont des moyens, qui ont des médias, qui sont producteurs de télé, qui sont artistes. Et il faut les utiliser. Il faut qu'on ait des gens qui plaident pour nous et qui ne sommes pas nous. Parce que parfois, on a pensé qu'on était capable de se débrouiller tout seul. Mais entre guillemets, vous êtes agriculteur, vous avez bien d'autres choses à faire. Vous pouvez convaincre vos voisins. Mais après, c'est compliqué, ou quand, si vous êtes à la municipalité. Donc, il faut se faire aider. Il faut qu'on aide tous ceux qui y croient, parce qu'on fait des choses bien, on est positif, on a des valeurs, et on veut juste qu'on nous foute la paix. Voilà, c'est Pompidou qui disait ça. Donc on a l'impression qu'on va le ressusciter bientôt, tellement c'est long. Donc voilà, mais vous avez raison. Si on se laisse faire, on n'est pas bon. Et même sur la chasse, je vois de plus en plus, il y a de nouveaux chasseurs, de jeunes chasseurs, des couples de chasseurs. On n'a jamais eu autant de gens qui frappent à la porte. Sauf que dans nos bons corps intermédiaires, qui sont aussi dangereux que les technocrates, on a un système de permis de chasse qui fait qu'il y a 3 départements en France où on passe le permis de chasse en un week-end. Tous les autres, c'est le parcours du combattant. Alors, bien sûr, il faut étudier avant, etc., mais c'est le parcours du combattant. Et si vous êtes étudiant ou si vous avez un boulot quelque part, vous passez à un endroit, mais 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, vous n'êtes plus au même endroit. Mais l'inscription, c'est vous passez un jour l'examen pratique et l'examen théorique, il sera 8 mois plus tard. Mais vous n'êtes même plus peut-être dans la région. Il faut comprendre ça. Il faut qu'on s'adapte aussi aux nouvelles exigences des couples. Il y a plein de couples qui veulent passer leur permis de chasse, mais ils veulent le passer les 2 en même temps. Et on vous dit, ah ben non, monsieur, c'est trop compliqué, on n'a plus de place, ce sera dans 6 mois. Mais vous dégoûtez les gens. Donc, pour toutes nos pratiques, quelles qu'elles soient, d'activité sportive, d'activité économique, il faut qu'on accompagne, mais il faut qu'on s'adapte aux nouvelles exigences des gens. Et on a des structures qui sont souvent
un peu plan-plan. On ne veut pas travailler le week-end, donc on ne fait pas des formations le week-end. Ben voilà, c'est simple. Hein. Ben bon, maintenant, ce n'est pas ça. Les gens peuvent passer le permis de chasse le week-end, et ben, on organise des formations le week-end. Point. Mais il n'y a même pas à réfléchir. Eh bien si, il y a des résistances très fortes. Donc oui, je pense que vous avez raison. Et moi, je trouve qu'il y a plein d'élus, d'ailleurs, qui sont plutôt des néo-ruraux, mais qui pensent comme nous, qui ne veulent pas du tout ce conflit, ce combat avec ceux qui vivent et travaillent au pays. Et je pense que c'est ce qu'on va organiser, nous, cette dynamique autour de gens qui ont une vraie expérience, une vraie expertise et qui en veulent, parce que je pense qu'on peut gagner la bataille. Mais objectivement, je me donne quand même 5 ans. Merci à tous pour toutes vos questions. Au vu de l'heure, on est désolé, mais il va falloir avancer. Thierry Coste, on vous laisse la conclusion en une dizaine de minutes. Le mot de la fin. Ah ben alors donc, je laisse 2 questions. Non mais il croyait m'avoir là. Allez, 2 questions et je vous promets, je réponds vite. Parler aux politiques d'en haut, quel est le plus efficace pour vous entre parler aux politiques et essayer de les sensibiliser, sachant que en fait, même s'ils avaient des bonnes intentions, ils pourraient être obligés de se plier à ce qui va les faire réélire, ou alors essayer de sensibiliser la population qui peut avoir ensuite un impact sur les paysans. Alors, la réponse, elle n'est pas normande, hein, je vous rassure, je suis franc-comtois, mais c'est les deux. Je pense que c'est important de parler à l'oreille de ceux qui décident, puisqu'ils peuvent prendre des décisions rapides, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, effectivement, ça ne marche pas. Alors, un des éléments de l'accompagnement, c'est la réaction de la base, parce que les politiques sont d'une nature humaine, sensibles au rapport de force. Donc, s'ils voient qu'il y a des réactions fortes d'organisation, pas seulement des individus, mais des organisations, ils bougent. Donc c'est un peu comme ça d'ailleurs que vous avez pu remarquer que la crise agricole provoquée par quelques barrages de la coordination rurale dans le sud de la France ont provoqué une crise gouvernementale, une mobilisation générale. Donc oui, donc il faut savoir parler à l'oreille des gens, mais il faut aussi être capable de leur faire changer d'avis en interpellant l'opinion publique. C'est ce qu'ont fait les agriculteurs. Voilà. Alors maintenant, l'étape d'après, c'est comment on fait pour la transformation. Comment on fait pour transformer l'essai. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où il faut à la fois parler à l'oreille des gens, les dirigeants, mais à la fois être extrêmement vigilant, y compris d'ailleurs au niveau des organisations, pour vérifier qu'elles ne cèdent pas juste à leurs intérêts corporatistes du moment, en se disant, ça y est, on a le gasoil non routier, on n'aura pas de taxes, donc basta, le reste, on s'en fout. Donc voilà, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Et saisir l'opinion publique régulièrement, c'est bien. Ça a en tout cas marché pour la crise agricole. Bonsoir. Donc une dernière question. Bon, ça va être l'avant-dernière. À propos de... Il m'a dit 10 minutes, donc si je raccourcis les réponses, vous pouvez poser les questions. Merci pour votre prise de parole déjà. À propos de la crise agricole, j'aimerais revenir dessus. On a parlé donc des céréaliers, mais aussi des super exploitations en fait. Je voudrais revenir sur ces fermes, on va dire XXL, qui défilent aux côtés, on va dire, des agriculteurs plus modestes dans les récentes protestations. Est-ce que ça dessert pas la cause finalement? Est-ce que c'est pas, on va dire, le criminel qui défile avec la famille pour une marche blanche, quoi? J'aime beaucoup la comparaison. Elle est excessive, mais pourrait être réaliste, parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais du président de la FNSEA, c'est un peu ça, c'est vous défendez Egalim 4 et vous avez une centrale d'achat qui est à l'étranger, vous plaidez pour la viande végétale alors que c'est l'élevage qui hurle dans les rues des villages. Donc effectivement, il y a un danger. Alors, il ne faut pas nécessairement stigmatiser les uns avec les autres. C'est un peu facile, parfois la caricature est facile. On pourrait le faire aussi pour les grandes surfaces, etc., ou les petites, moyennes surfaces. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que
c'est qu'on explique bien la lutte, et la lutte, elle n'est pas juste pour une réduction des taxes ou pour un truc. Le danger, effectivement, d'être repris par ceux qui ont de gros intérêts et qui ont du temps et qui sont efficaces en lobbying ou qui sont efficaces comme porte-parole, c'est qu'effectivement, ils occupent l'espace. On a pu remarquer, avec notamment la coordination rurale, qu'on n'entendait pas toujours le syndicat dominant parce qu'il y en a qui hurlaient plus fort que lui. Donc ça peut être rassurant. Il y a des moments où effectivement je pense qu'on peut desservir la cause si les porte-paroles ne sont pas très nets. Ça peut être dangereux. Et ça peut se retourner contre soi, bien évidemment. Monsieur. Vous avez entièrement raison, c'est une des contradictions totales à la fois du président, mais à la fois d'une grande partie des organisations agricoles, c'est qu'effectivement, on va devoir revoir notre modèle et qu'il est compliqué, puisque le modèle, soit il est purement économique. Aujourd'hui, il est soit purement économique, avec le marché mondial et des céréaliers qui produisent des betteraves, etc., soit il est purement assisté, avec la PAC ou avec des aides diverses et variées, mais qui ne sont pas liées au prix du produit. Et pourtant, il va falloir changer. Alors, les Suisses ont parfois une technique qui est mixte entre les deux, et qui est, parce qu'ils ont une volonté de souveraineté, de défense de la souveraineté, de défense aussi du territoire, du maintien des territoires, de désherbage des forêts, parce que sinon, il y a des avalanches, etc. Et on va être obligé de revoir tout ça. Et effectivement, on est obligé de le regarder de façon non pas globale, avec des organisations qui résonnent par grande masse, mais on va avoir le devoir de le regarder par territoire. Parce que si, effectivement, on reste dans la ligne qui aurait pu être maladroitement celle définie par mon ami Emmanuel Macron, on est mal. Parce que dans ces cas-là, on n'a plus que les grandes plaines céréalières et quelques zones de niche avec de l'ail et des poireaux. Et pour le reste, on va regarder les friches pousser. Donc je pense qu'on doit avoir ce courage. Il faut se ramener au prix des produits. Il faut peut-être être beaucoup plus dur avec l'industrie et nécessairement augmenter le prix des produits pour les consommateurs, mais pas dans des proportions qui sont celles qu'on croit. Il faut tordre le bras à la grande distribution. Mais pour ça, il faut le poser localement, parce qu'il y a déjà des solutions qui sont faites, il y a déjà des gens, il y a déjà des commerçants, y compris d'ailleurs dans la grande distribution, qui travaillent avec des producteurs, qui ont la logique du prix de production. Donc c'est possible. C'est pas impossible, mais si on reste sur la ligne qui est définie, c'est la cata. Hein. Et moi, je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense qu'on doit livrer la bataille pour ne pas faire ça, parce que sinon, alors dans ce cas-là, on est des paysans fonctionnaires. Si c'est ça l'objectif, je ne suis pas sûr que ça soit... Quand je vois les manifestations, il n'y a pas un paysan qui demande à travailler moins alors qu'il travaille comme des malades. Donc, pardonnez-moi, c'est plutôt rassurant. Hein, mais pour ça, il faut aider. Voilà, je crois qu'on a cramé le temps. Hein. Ouais, je pense qu'on est bon pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Je pense que ça fait plaisir à voir. Je pense qu'on peut encore applaudir Thierry Coste d'être venu... Si vous souhaitez aller lui poser des questions en privé, je pense qu'il vous répondra avec très grand plaisir. Alors ça, c'est pas sûr, hein, parce que si vous croyez que je suis en accord avec tout ce que je raconte à la tribune, non, c'est pas vrai. Hein. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que si vous voulez lire son livre, qui est passionnant,
Il est en vente à la sortie juste en haut. Donc on vous invite vraiment à le faire et je pense qu'il vous fera une très belle dédicace. Et voilà, je me suis encore fait avoir. Je vous remercie. Vous avez vu, j'ai échappé à la conclusion, hein.